Salut à tous et bienvenue sur MLS Time. Ici, on parle MLS, on parle passion, on parle foot tout simplement. Que vous soyez du genre à débattre des terrains synthétiques en MLS ou à vous émerveiller devant des matchs épiques joués sous une neige tombante à -5 degrés à Denver, ou simplement curieux de découvrir l'univers du soccer nord-américain, vous êtes au bon endroit. Alors, attachez vos crampons et préparez-vous pour un voyage au cœur de la Major League Soccer. Let's go! Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de MLS Time. Ce deuxième épisode est assez rapproché parce que j'ai envie de vous parler de mercato. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger en MLS. Le mercato a ouvert le 1er janvier. On n'a pas encore les dates exactes. L'année dernière, il s'était terminé fin avril. Donc là, j'enregistre. On a actuellement le 3 janvier. Le mercato est ouvert. Il y a déjà eu des officialisations. Il y a des choses qui vont bouger très prochainement. Et on attaque tout de suite sur le mercato. Are you ready? On attaque en effet sur le mercato. Aujourd'hui, c'est vraiment, on parle dans un premier temps des transferts significatifs et après on ira sur ce qui est croustillant et que vous adorez, les rumeurs. Donc déjà, attaquons sur ce qu'il y a intra-MLS. On a un des plus gros transferts de la MLS qui va s'effectuer entre Dallas et Seattle. Tom Bogert, pour ceux qui ne savent pas, Tom Bogert est un compte à suivre sur X. C'est lui qui a vraiment les sources les plus fiables sur la MLS. Vous avez César Luis Merlo qui est un peu plus sur le Mexique, l'Argentine, mais qui est très très fiable aussi. Donc je tiens déjà à vous dire, ce sont deux comptes à suivre impérativement. Donc Tom Bogert et César Luis Merlo. D'ailleurs, Tom Bogert, comme je vous le disais, a validé un des transferts qui est l'un des plus gros de l'histoire de la MLS entre Dallas et Seattle, puisque Dallas va envoyer Jesus Ferreira et récupérer de la part de Seattle l'ailier Leo Chu qui était actuellement en échec à Seattle, qui se posait des questions sur un éventuel retour au Brésil. Mais non, il va bel et bien rester en MLS, mais du côté de Dallas. Et il n'arrive pas tout seul puisqu'il arrive avec 2 millions de gammes. Les gammes, on répète, par rapport à l'épisode 1, c'est de l'allocation monétaire que vous donne la MLS. Elle en a donné 2,9 millions cette saison à chaque club de MLS, sauf San Diego qui en a eu 2,7 millions en plus. Donc vous voyez, Seattle va envoyer 2 millions de gammes, donc quasiment tous ces gammes pour récupérer Jesus Ferreira. Et donc ils envoient Léo Chu, 2 millions de gammes et un spot international pour pouvoir certainement enregistrer un joueur qui va arriver. C'est un des plus gros transferts intra-MLS. 2 millions de gammes, c'est assez colossal, c'est quasiment les 2 tiers de l'allocation annuelle qui, dès le début du mercato, vont être envoyés par Seattle. C'est aussi très intelligent puisque Leo Chu était actuellement en échec. Seattle était à la recherche d'un numéro 9 qu'ils vont trouver en lieu et place de Jesus Ferreira qui a besoin de se relancer. Ce qui est intéressant, c'est que je crois savoir, d'après les sources de Tom Bogert et d'autres, que Seattle ne va pas signer Jesus Ferreira comme DP. Ils vont trouver leur numéro 9 après le départ de Rui Diaz et Jordan Morris qui a très bien dépanné, il faut le dire, la saison précédente, mais qui est quand même plus à l'aise sur son côté gauche. C'est un ailier gauche, Jordan Morris, très percutant. Et donc Jesus Ferreira arrive à la relance à Seattle. On en reparlera plus tard avant le début de saison, mais Seattle a vraiment un roster assez dingue. Et on va parler d'une rumeur folle sur Marcus Rashford qui est sortie hier soir. Ce serait totalement dingue que Seattle puisse le signer. On va noter également que Seattle va re-signer Albert Rusnak pour un contrat d'IP pluriannuel. Rusnak qui est leur numéro 10, leur maître à jouer et clairement qui a été leur meilleur joueur la saison passée.
Et ils vont également conserver Joao Paulo en renégociant un salaire à la baisse. Joao Paulo, alors 33 ans, qui s'est fait les croisés il y a 2 ans, mais qui reste un joueur très important, par qui les ballons passent au milieu avec son expérience. Et c'est également un souhait du joueur de rester, puisque Seattle va disputer, la coupe du monde des clubs l'année prochaine aux États-Unis et donc ça a pesé dans la balance et son envie de rester. Il y a un autre transfert qui est assez conséquent pour moi et à noter, c'est que Miami a transféré Leo Campagna au New England Revolution. Leo Campagna qui était relégué sur le banc, le joker de luxe derrière Luis Suarez. Leo Campagna pour moi est un des meilleurs attaquants de MLS. Je vous avoue que j'ai jamais compris pourquoi il n'est pas parti plus tôt. C'est un joueur pour moi qui est titulaire dans allez, 90% des équipes de MLS et qui vous met sa quinzaine de buts par saison. Là, il arrive avec les Revs qui sont en pleine reconstruction avec Caleb Porter qui vient d'arriver à leur tête. Carles Rill, leur maître à jouer au Revolution, il va avoir un attaquant à qui donner des ballons et un attaquant qui va les mettre au fond. Parce que Léo Campagna, il faut pas lui laisser beaucoup de ballons pour qu'il la mette au fond. Moi, je pense que ce duo, avec Carles Rill qui l'alimente, je pense que Léo Campagna, on table sur la quinzaine de buts faciles sur la saison qui va arriver en MLS. Restons sur l'Inter Miami, du coup, qui envoie Leo Campagna au Revolution et qui récupère libre Fafa Picault, qui part de Vancouver. Fafa Picault qui a fait le choix de famille puisque c'est quelqu'un qui est californien, un joueur offensif très fiable, qui peut être super sub, mais également qui est titulaire sans problème, un joueur d'expérience qui mettra toujours son 7-8 buts et 7-8 passes D par saison. Alors bien entouré, bien sûr, avec Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez, je pense que on peut avoir un Fafa Picault qui nous sort une très belle saison l'année prochaine. Il y a quelque chose donc qui est très drôle, je parlais des Revolution tout à l'heure, New England, qui est en train de nous faire une valse avec San José. Il faut savoir que San José a récupéré Bruce Arena qui est un vieux de la vieille en MLS hein, et qui avait gagné le Supporter Shield en 2021 avec les New England Revolution. Donc il est arrivé du côté de San José et en ce moment il est en train de rapatrier tous ces gars. Clairement, il rapatrie tous les gars qu'il peut de New England à San José. Je suis pas persuadé que ce soit la stratégie gagnante à adopter, mais il a déjà rapatrié Marc-Anthony Kaye, Yann Arcus, Dave Romney, Earl Edouard au but et Nick Lima. Et il s'est débarrassé, il a envoyé en échange à New England Jackson Huey, le capitaine de San José ces dernières saisons, joueur plutôt fiable, qui commence à avoir des années qui pèsent dans la balance, et Tanner Beeson. À noter également que New England a officialisé l'arrivée de Luis Diaz de Saprissa, ancien joueur de Columbus, un ailier. Alors je moquais un petit peu hier sur X, je faisais un tweet Expectation Reality avec Luis Diaz de Liverpool, mais attention, Luis Diaz à Columbus c'était vraiment un bon joueur, à la fois titulaire ou super sub, un joueur assez fiable, assez puncher, un puncher sur le côté, qui déborde très souvent et qui fait très très mal avec sa vitesse. En MLS, je me fais pas de soucis pour lui, c'est une belle addition également pour New England qui reconstruit plutôt bien son attaque avec les départs de Borrero, avoir Léo Campagna et Vrioni. Je pense que l'arrivée de Léo Campagna peut entraîner un départ de Giacomo Vrioni. Il y a eu quelques rumeurs en début de mercato sur un éventuel retour en Europe. Il n'a pas donné totalement satisfaction Vrioni, donc à voir comment ça va se dérouler. Le LA Galaxy a également eu un départ notable. Le MVP de la finale de MLS Cup, Brugman, va rejoindre Nashville et Nashville va leur envoyer Sean Davis. Donc c'est du poste pour poste quasiment. Brugman qui est une très belle addition pour Nashville. Sean Davis, bon, et les Galaxy, c'est un joueur fiable hein, qui donne tout le temps, enfin, qui vous fait pas gagner des matchs, mais qui est un peu la plaque tournante de votre équipe. Donc Sean Davis arrive au LA Galaxy en échange de Brugman. C'est toujours intéressant pour Nashville qui va se renforcer et ils en ont grandement besoin. Maintenant, on va attaquer sur les départs qu'on a pour l'instant et qui sont enregistrés. Pour les départs en MLS, on y va. Alors,
Il n'y a pas eu énormément d'officialisation, mais la plus significative reste celle de Facundo Torres pour un deal record. Facundo Torres d'Orlando, qui était ciblé par Cruz Azul au Mexique, mais c'est Palmeiras qui a raflé la mise pour 12 millions de dollars de fixe avec 2 millions d'options. C'est le plus gros transfert pour Orlando qui avait recruté Facundo Torres, il me semble, aux alentours de 7,5 millions de dollars et qu'il revend pour 12 millions avec 2 millions de variables. C'est plutôt un beau transfert pour eux qui vont par contre devoir retrouver un joueur de cette qualité et c'est pas une mince affaire. Second départ notable qui a été officialisé hier, donc de New England. New England décidément très actif sur ce mercato dans les deux sens. C'est la jeune pépite bosnienne Esmir Bajraktarevic. Et ouais, Bajraktarevic, je peux vous le répéter autant que vous voulez, je ferai pas d'erreur. Esmir Bajraktarevic, voilà, qui signe au PSV Eindhoven. PSV Eindhoven qui a une filiale un peu américaine MLS hein, avec Ricardo Pepi, leur attaquant. On a Malik Tillman également qui est là-bas, jeune international américain. Alors il faut noter qu'Esmir Bajraktarevic a lui choisi la Bosnie-Herzégovine avec qui il a déjà été sélectionné. Très jeune joueur, franchement je pense que c'est un nom que vous pouvez noter parce que dans les années à venir, il va très vite filer du PSV Eindhoven. Je pense que c'est un joueur qui est amené à avoir un bel avenir. Au rang des départs du côté de LAFC, LAFC qui a fait un peu de tri dans son effectif, donc avait laissé libre Jesus Murillo, le solide défenseur, qui s'est engagé du côté de Juarez au Mexique. Il y avait plusieurs pistes hein, du côté du Brésil, mais c'est au Mexique qu'il va rebondir. Ils ont également un autre départ qui va se valider. César Luis Merlo l'a déjà acté. Donc on peut dire que c'est officiel. Et c'est une des déceptions que j'ai eues du côté de l'AFC. C'est le jeune Omar Campos, le latéral gauche, qui a jamais vraiment su s'imposer à LAFC. Il arrivait pour remplacer Murillo, mais il n'a pas donné de satisfaction. Un départ du côté de Montréal, un départ bon, est-ce que c'est significatif? C'est le départ de Mathias Coccaro, l'attaquant qui signe à Atlas au Mexique. Donc on le voit, hein, les clubs mexicains assez actifs pour récupérer des joueurs de MLS. Mathias Coccaro, supporters montréalais se sont enflammés par ses quelques premiers matchs. Ça se voyait quand même que c'était un joueur, selon moi, assez besogneux et très limité techniquement. Alors la grinta, ça paye, mais pas sur le long terme. Et on l'a vu vite relégué sur le banc par Joseph Martinez. À noter, Joseph Martinez, actuellement, on n'a pas d'infos, pas de rumeurs sur là où il pourrait rebondir. Donc actuellement, je n'ai rien à vous signaler sur le joueur laissé libre par Montréal. Une autre officialisation est arrivée cette nuit, c'est le départ de MLS d'Hector Herrera, également au Mexique, à Toluca. Hector Herrera qui finit sur une très mauvaise note avec Houston, puisque sur le dernier match de playoff, Hector Herrera avait littéralement craché en direction de l'arbitre. Je pense qu'il s'est loupé parce que clairement à la vidéo, on voit qu'il voulait cracher sur l'arbitre. Et en plus, il me semble que la MLS alors, lui a infligé une sanction pécuniaire, mais il lui avait mis, tenez-vous, je crois, seulement 2 ou 3 matchs de suspension. Donc en MLS, vous pouvez cracher sur un arbitre ou en direction de l'arbitre et vous prendrez que 2 ou 3 matchs de suspension. Assez dingue. Bref, Hector Herrera qui était quand même un joueur très très solide et le meilleur joueur de Houston et qui va leur manquer. Houston, orphelin de son maître à jouer, va libérer un spot DP par contre et pouvoir recruter un joueur de qualité. Il n'y a pas grand-chose qui a circulé pour l'instant sur Houston, mais qui a fait pas mal de tri hein, en laissant partir leur gardien très expérimenté Steve Clark et donc Hector Herrera. Au rang des arrivées, alors on revient sur LAFC et LAFC qui a recruté Jérémy Ebobisse. Jérémy Ebobisse qui arrive pour faire de la concurrence à Olivier Giroud et pallier le départ de Cade Kamara, la légende de la MLS qui a aujourd'hui 40 ans, jusqu'en 2027 avec une option pour la saison 2028. Ebobisse a été pisté pendant quelques temps en Championship en Angleterre, mais sa saison dernière, à l'image de son équipe de San José, n'a pas été bonne et donc je pense que les clubs ont été assez frileux en Europe et il rebondit du coup à LAFC et LAFC va en avoir besoin hein, puisque Olivier Giroud a marqué seulement 2 buts depuis son arrivée cet été, mais bon,
Je pense qu'Olivier Giroud va clairement rectifier la mise la saison prochaine. Il va arriver avec une préparation physique complète et pas en plein cœur de la saison. Donc voilà, je pense que Jérémy Bobissé va être là, il va tirer Giroud vers le haut. Peut-être un changement de système avec une attaque à 2. Ça ferait vraiment très mal, hein. Une attaque et Bobissé Giroud, je pense que plus d'une équipe voudrait l'avoir. En tout cas, c'est une très belle addition de la part de LAFC cette saison. Philadelphie, et oui, on n'en entend pas trop parler, changement de coach avec Jim Curtin qui est parti. Ils enregistrent l'arrivée donc d'un nouveau coach qui est Bradley Carnell. Bradley Carnell qui est l'ancien coach de Saint-Louis. Alors durant la saison d'expansion de Saint-Louis, il y a 2 ans, il les avait quand même menés au playoff hein, et en finissant premier de la conférence Ouest. Une énorme performance, hein, une année d'expansion. Souvent, vous avez une équipe qui est assez bancale, mais Bradley Carnell a réussi à tirer le meilleur de son équipe. Alors pour moi, c'est un bon coach qui est un coach moderne, mais il y a une limite aujourd'hui avec Philadelphie, comme je vous l'avais dit lors du premier épisode, qui est un des clubs les moins riches de MLS. Bradley Carnell est un coach qui aime bien faire tourner son effectif car il a un jeu assez énergivore. Et pour moi, à l'heure actuelle, le roster de Philadelphie n'est pas du tout en adéquation avec son plan de jeu. Philadelphie va devoir doubler au minimum en qualité les postes qu'ils ont. Jim Curtin, on le rappelle, l'ancien coach de Philadelphie, toujours libre, s'appuyait sur un 11 type qui bougeait très rarement, mais du coup, bah, son équipe tirait la langue à certaines périodes, et c'est pour ça que je pense que à terme, Philadelphie a eu beaucoup de mal. C'est une équipe qui est souvent placée mais qui n'est jamais gagnante. Philadelphie a enregistré d'ailleurs sa première arrivée qui est Jan Glavinovic, le défenseur central. Donc on est sur un prépayant de 350 000 euros avec, tenez-vous bien, une option d'achat à 3 millions de dollars. 3 millions de dollars, ce qui en ferait le plus gros transfert de l'histoire de Philadelphie s'il la valide à la fin de saison. Il arrive pour pallier au départ de l'historique Jack Elliott, qui était là depuis plus de 10 ans à Philadelphie et qui est parti du côté de Chicago rejoindre Greg Berhalter. Greg Berhalter, l'ancien sélectionneur des États-Unis, qui est arrivé à Chicago, qui a un chantier assez énorme qui l'attend. Mais Chicago semble avoir fait de la place en faisant partir Shaqiri, qui a des postes d'IP, de l'argent en caisse. Donc je ne me fais pas de soucis pour cette franchise historique qui va savoir rebondir. Sachant que je pense que Greg Berhalter est venu et a demandé des conditions. Donc oui, Chicago, je les vois bien se reconstruire. Alors peut-être pas sur un seul mercato, mais petit à petit. On a fait le tour sur tout ce qui est à l'heure actuelle, au 3 janvier où je vous parle, significatif au niveau des arrivées et des départs en MLS. Et maintenant, on va attaquer les rumeurs, le croustillant. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour attaquer les rumeurs transfert mercato en MLS. Et on attaque tout de suite donc sur les rumeurs. Alors il y en a une qu'il faut que je vous parle et que j'élimine tout de suite parce qu'elle est quasiment officielle. C'est le gros transfert de ce début de mercato avec l'arrivée imminente de Brandon Vasquez du côté d'Austin. Donc Brandon Vasquez, qui est-il? C'est un attaquant de 26 ans d'1,88 m qui a déjà 11 sélections avec les États-Unis pour 4 buts. Un joueur avec des qualités assez nombreuses, donc ça peut être un joueur très bon en point d'appui, à la finition des actions avec un très gros jeu de tête et très fort dans les duels aériens. Mais malgré sa grande taille, il est très adroit avec le ballon. C'est pour ça que je vous disais, en point d'appui, que ce soit du pied, de la tête, on est vraiment sur un joueur de qualité qui a déjà 7 saisons en MLS. Eh oui, il a 26 ans, mais déjà 7 saisons en MLS. Alors 3 saisons avec Atlanta et il fait partie de l'équipe d'Atlanta qui a gagné la MLS Cup. Alors il était plutôt dans l'ombre du roi Joseph Martinez qui à cette époque n'avait pas eu les croisés et empilé 30 buts par saison. Donc avec Atlanta, il a 31 matchs, 7 titularisations seulement, 3 buts, 2 passes décisives. Mais c'est surtout du côté de Cincinnati qu'il s'est révélé, où il a passé 4 saisons. Alors 112 matchs, 73 titularisations et 32 buts pour 17 passes décisives. De belles stats qui ont permis à Cincinnati de bien le valoriser et de le vendre 7,5 millions de dollars en 2024 à Monterrey au Mexique.
Il faut savoir que sur les 2 dernières saisons, comme je vous disais à Cincinnati, il a mis 26 buts et 12 passes décisives en 62 matchs. Donc c'est vraiment là où il s'est révélé, comme je le disais, avant d'aller du côté de Monterrey où il avait signé jusqu'en 2027. C'était très prometteur puisqu'au départ, il avait marqué sur les premiers matchs. Il a jamais, su s'imposer dans la durée. Un bilan de 40 matchs de Liga MX pour seulement 6 buts et une passe décisive. Et on a eu une information hier d'une des suiveuses d'Austin qui s'est renseignée et il n'était même pas présent à la reprise de la pré-saison. Avec Monterrey, De Michelis n'a pas compté sur lui et je pense que le transfert imminent du côté d'Austin a fait que, eh bien, il n'a pas repris avec son club. Alors aujourd'hui, j'ai regardé Transfer Market, le valorise à peu près à 6 millions. Donc Cincinnati a vraiment fait une énorme affaire, hein, puisqu'il l'avait vendu pour 7,5 millions et aujourd'hui, vous voyez, il a perdu un peu de valeur. Donc on attend, l'officialisation du transfert pour voir un peu le prix que va payer Austin. Il y a eu une rumeur à un moment comme quoi elle avait mis fin à son contrat avec un accord mutuel, mais ça a vite été démenti, par Tom Bogert. Ça aurait été totalement fou que un joueur de cette valorisation, malgré un flop à Monterrey, résilie son contrat, voilà. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est qu'à un moment, on pensait vraiment qu'il allait signer à San Diego, hein, qui est sa ville natale, ville d'expansion. Ça semblait être la destination parfaite pour un retour en MLS. Charlotte était également dessus, San José, mais c'est bien Austin qui semble en pole position et qui risque de rafler la mise. On parle d'un contrat de 3 ans et demi, hein. Donc Austin, restons sur Austin. Après une saison compliquée, hein, ils finissent aux portes des playoffs à la 10e place, mais à 5 points des barrages, donc quand même assez loin cette saison. Ils sont quand même pas mal actifs puisqu'ils ont ciblé un milieu de terrain qui est Bezard Sabovic et ils en ont signé un qui arrive de LAFC, donc Ili Sanchez. Pour ceux qui ne connaissent pas Ili Sanchez, c'est un milieu de terrain de 34 ans qui était le maître à jouer de LAFC. Alors une saison encore de qualité, mais on sent que les 34 ans se font sentir. Ili Sanchez, vraiment moi c'est un joueur que j'adore, c'est un cerveau, c'est un joueur ultra intelligent. Je me moquais souvent comme quoi c'était lui le coach à LAFC, mais je pense qu'il est destiné à une carrière d'entraîneur, hein. C'est un joueur très intelligent qui a déjà passé ses diplômes de mémoire et qui est vraiment un bel atout dans le milieu de Austin. C'est qui a laissé partir Ring et donc très beau remplaçant, je pense qu'il gagne même en qualité avec le départ de Ring. Mais Austin, alors avec l'arrivée de Brandon Vasquez qui va s'officialiser, pour moi il y a embouteillage en attaque. Ah ouais, il va arriver, on a déjà Diego Rubio qui était très très bon lors de son passage en MLS au Colorado Rapids, mais qui est un flop du côté de Austin avec sa première saison, 33 matchs pourtant, hein, mais 23 titularisations et seulement 4 buts et une passe décisive sur un joueur qui tournait à plus de 15 buts quand il était dans ses dernières saisons au Rapids. Et il n'était pas forcément mieux entouré au Rapids. On a également Osmar Boukari qui est arrivé cet été, un designated player, un dynamiteur, avec plein de promesses sur sa demi-saison, hein, avec 9 matchs, un but de passe décisive, mais surtout un apport dans le jeu et beaucoup de dynamisme et un puncher sur le côté. Vraiment, je pense que la saison qui va arriver, il va être très intéressant à suivre ce Osman Boukari. On a également Jader O'Brien sur l'autre aile, hein, parce que Boukari est un ailier et Jader O'Brien est son penchant de l'autre côté, qui a été élu meilleur joueur offensif d'Austin par les supporters. C'est un joueur qui est très régulier, je le connais moi depuis qu'il est en Colombie. Alors il a d'abord joué à Dallas, puis il est arrivé à Austin. C'est un joueur, vous voyez, 34 matchs, 30 titularisations, 7 buts, 4 passes décisives. C'est à peu près ses standards depuis son arrivée en MLS. Et bien sûr, on a le joueur, le maître à jouer, mais qui a été très décevant cette saison, c'est Sébastien Driussi avec 27 matchs seulement cette saison, hein, pour 7 buts et 3 passes décisives, et de très fortes rumeurs de retour en Argentine cet hiver. Grosse rumeur pour un éventuel retour du côté de River Plate, il a déjà joué. Mais on a Estudiantes, hein, c'est sorti donc hier, donc le 2 janvier, Estudiantes qui a démarré également les négociations avec Austin. On est quand même sur le joueur qui est recordman du nombre de buts à Austin, hein. 106 matchs, 45 buts, 20 passes décisives. Ce serait vraiment une énorme perte pour Austin s'il venait à partir. Austin, je pense que c'est une équipe qui est amenée à vraiment faire une meilleure saison. Brandon Vasquez va amener de la concurrence à Diego Rubio, Boukari O'Brien sur les côtés et Driussi le numéro 10 qui est pour moi
J'ai peur qu'il nous quitte et qu'il quitte la MLS cet hiver. Mais attention, puisque Diego Rubio est capable de jouer en 10, donc ils auraient peut-être déjà le remplaçant de Driussi dans l'effectif. Rubio à l'aise dans un poste un peu reculé. Donc ça pourrait déjà avoir une belle tête, cette attaque de Austin. Et si Driussi vient à rester, on aurait, je pense, une des plus grosses attaques de MLS à Austin. Passons maintenant à Dallas. Et oui, Dallas qui est en reconstruction, une équipe qui va perdre donc Jesus Ferreira devant, mais qui a un Petar Musa qui est arrivé l'année dernière de Benfica. Une très belle première saison avec 34 matchs, donc l'intégralité des matchs que Dallas a disputés. Et 17 buts. Alors Dallas a reçu des intérêts de Premier League, de Leicester, également de Nottingham Forest qui sont venus au renseignement. Dallas l'a dit clair et net, ils en veulent pas moins de 18 millions de dollars, ce qui ferait un des plus gros transferts de l'histoire de la MLS. Mais le joueur est encore sous contrat plusieurs saisons, est très très bon, donc voilà, aucun intérêt à le lâcher. Au rang des rumeurs, comme d'habitude, à tous les mercatos, ça revient à différentes sauces. C'est Boca Junior qui ciblerait l'ailier Alan Velasco de Dallas, qui sort d'une saison quasi blanche après ses croisés. Il a mis beaucoup de temps à revenir. On l'a vu un petit peu sur la fin de saison. Alan Velasco, notez bien ce prénom. On va voir, on va le surveiller, voir comment il a récupéré de ses croisés. Mais c'est un joueur très très bon, un petit Argentin, très technique, très rapide et qui, avant ses croisés, sortait d'une très belle saison qui était destinée à un bel avenir. Donc voilà, toujours un peu une énigme le retour des croisés, mais c'est plutôt bien ce qu'il a montré sur les premiers matchs qu'il a disputés après son retour. Passons maintenant aux Timbers à Portland. Et oui, puisqu'il va y avoir un feuilleton cet hiver, en ce début de mercato, même avant le mercato, dès la fin de saison, on a le DP, le meilleur joueur de l'année à Portland, et pas loin d'être MVP de la saison, qui est Evander, le Brésilien. Alors Evander, c'est une grosse tête, un gros caractère qui s'est pris la tête dès la fin du match à leur élimination en playoff avec la direction, hein. Clairement, il a ricané, il a un peu soupiré quand le président a parlé en disant qu'il manquait d'ambition et que lui ne se voyait pas rester dans un club qui manque d'ambition. Au moins, il est très clair, mais bon, depuis, on a appris que Evander a un objectif, c'est la sélection brésilienne. Donc Evander, qu'est-ce qu'il se dit? Eh ben, l'idée, c'est de rentrer au Brésil. Et bien sûr, quelle meilleure idée de rentrer au Brésil, d'aller performer dans un gros club brésilien pour être sélectionné en équipe du Brésil, hein, une équipe du Brésil qui est quand même à la peine ces derniers temps. Et un joueur comme Evander qui était ciblé par des clubs comme la Lazio avant son départ de Midtjylland vers Portland pourrait en effet rejoindre la sélection, hein. C'est un joueur, je pensais qu'il allait plutôt cibler l'Europe. Il n'exclut pas l'Europe, mais il veut vraiment la sélection, je pense, en vue de la Coupe du monde 2026. Et donc, un retour au Brésil est quelque chose qu'il a émis, mais s'il faut rester, il restera aux dernières nouvelles et à ses dernières déclarations. Portland, qui a un très bon attaquant qui est Felipe Mora, qui est revenu très très bien cette saison, un joueur qui avait des gros problèmes à ses genoux, qui a reçu des injections et qui a fait une très très belle saison. Mais Portland cible l'ancien de Cincinnati, donc Kevin Kelsey, qui appartient au Shakhtar Donetsk. Cincinnati avait une option d'achat à 3,5 millions de dollars qu'ils n'ont pas appliqué. Bon, j'avoue que ça faisait un petit peu cher pour le rendement du joueur qui est encore très jeune, hein, qui a 20 ans, et c'est Portland qui essaierait de le récupérer à Cincinnati. Donc je vous le disais, c'était 23 matchs, 16 titularisations, 6 buts. Venons-en maintenant à une équipe qui va être intéressante à suivre et qui sur le papier a déjà un très bel effectif. C'est le Charlotte FC. Alors Charlotte, il faut savoir qu'au rang des rumeurs, on aurait leur solide défenseur, le français Malanda, Adilson Malanda, qui serait suivi par Saint-Étienne pour se renforcer. Voilà, Saint-Étienne en Ligue 1, un joueur très très fiable qui est tout le temps titulaire et qui passe très rarement à côté. Donc voilà, un retour en France, pourquoi pas. C'est simplement des rumeurs à l'heure actuelle, voilà. Il y a également une rumeur qui enfle depuis quelque temps et qui est souvent l'attraction, au mercato, c'est Karol Swiderski, qui était prêté au Hellas Vérone et qui voudrait le rapatrier pour de bon, et le faire signer. On chercherait également à signer Pep Bill, qui était arrivé l'année dernière. Bon, un assez mitigé sur son bilan, il arrivait plus comme, un DP, mais je suis pas sûr que Charlotte veuille le signer en DP.
Ça paraîtrait assez fou vu le rendement, je pense que c'est actuellement en négociation, mais s'il le signe en DP, je trouverais que c'est un peu gâché pour un spot DP. Il y a également eu une folle rumeur, alors je sais plus où ça en est, ça fait quelques jours, on n'a plus de nouvelles, c'est Wilfried Zaha, qui est prêté à Lyon, mais ça se passe pas bien du tout, et qui appartient toujours à Galatasaray, mais qui chercherait à le faire partir. Donc pourquoi pas une arrivée de Wilfried Zaha à Charlotte en MLS. Mais le gros dossier qui nous intéresse du côté de Charlotte et qui enfle un peu comme Brandon Vasquez, c'est l'arrivée éventuelle de Miguel Almiron. Miguel Almiron, en plus, qui est un ex d'Atlanta, donc Atlanta-Charlotte, c'est un derby en MLS. Il a gagné la MLS Cup avec Atlanta avant de partir à Newcastle. Newcastle où ça se passait encore bien jusqu'à la fin de saison dernière, mais cette saison il est quand même relayé sur le banc à Miguel Almiron. Et selon plusieurs sources, dont des médias anglais qui en parlaient hier, donc le 2 janvier, Charlotte serait proche de le signer après avoir été à deux doigts de le signer cet été. Ils auraient offert, alors par contre ça c'est assez dingue, 18 à 19 millions d'euros en ce début de mercato pour le recruter. 18 à 19 millions, on serait sur un des plus gros transferts de l'histoire de la MLS. Je pense que sa cote en MLS, qui est assez élevée du fait d'avoir gagné la MLS Cup, fait enfler le transfert et les frais. Mais 18 à 19 millions, je pense qu'à Newcastle, ils vont vite tomber d'accord et vite valider ce transfert parce que c'est quand même assez colossal de rentrer 18 à 19 millions pour un joueur qui est aujourd'hui relayé sur le banc. Il faut savoir que Charlotte, d'après les dernières infos de Tom Bogert et d'autres suiveurs, aurait l'accord de Miguel Almiron, hein, qui serait prêt à les rejoindre. On a eu d'autres clubs comme Botafogo au Brésil ou en MLS qui se seraient renseignés, mais je pense qu'à 18-19 millions, très peu de clubs vont vouloir s'aligner sur ce montant qui est tout simplement dinguissime. Revenons-en à Cincinnati, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un feuilleton qui va se poursuivre, c'est celui de Lucho Acosta, où vous vous posez très certainement beaucoup de questions. Lucho Acosta qui ne fait que de montrer son amour pour Boca Junior. Il est allé jusqu'à se prendre en photo lors d'un match où il est allé les voir. Mais il a fait des révélations dernièrement en disant que c'est son agent qui va tout gérer et que lui, il ne s'occupait que du sportif. Il a été très évasif en fin de saison hein, quand il a été éliminé en playoff avec son équipe de Cincinnati. Donc quand il a été éliminé avec Cincinnati, il a tout de suite dit que l'équipe manquait d'ambition un peu à la Evander et que voilà, bon, c'était peut-être un de ses derniers matchs avec le club. C'est sorti de nulle part pour lui qui avait prolongé l'année dernière, qui avait déjà fait un peu le forcing. On se souvient le spécialiste Emmanuel Reynoso, argentin également. Donc Lucho Acosta nous fait une petite Reynoso là en faisant peut-être monter les enchères, mais bon, il vient de re-signer un très gros contrat. Il s'était servi de l'Arabie Saoudite et du Qatar l'année dernière. Bon, là ça paraît un peu plus le choix du cœur et son retour en Argentine. Mais ça me paraît assez curieux pour un joueur qui veut se faire naturaliser américain et pourquoi pas participer à la Coupe du Monde 2026, comme il l'a déjà dit, avec les États-Unis. Bon, moi je pense que c'est plus qu'il veut faire monter les enchères du côté de Boca Junior et voir ce qu'on peut lui offrir, mais je pense qu'il va quand même rester à Cincinnati, hein. Ça paraîtrait fou qu'il parte cet hiver. Et il faut noter, il y a un petit joueur qui est revenu, donc peut-être pas pour très longtemps, c'est le Alvaro Barreal, ouais, qui a été prêté du côté de Cruzeiro au Brésil, mais qui n'a pas validé son option d'achat, hein. Et on aurait Necaxa du côté du Mexique qui aurait fait une offre et Santos serait également intéressé. Donc c'est pour ça, je vous le dis, il est revenu, mais je pense qu'il ne va pas rester très longtemps. Cincinnati a également dit qu'ils étaient vendeurs, mais au bon prix et cette fois sans prêt. Donc ils veulent un transfert sec. Donc je pense que si ils arrivent à garder Lucho Acosta et imaginer qu'ils gardent Barreal, ce serait une équipe totalement dingue qu'on ait à Cincinnati, même si je pense qu'il y a de grandes chances que Alvaro Barreal quitte Cincinnati, qui en plus est vendeur. Mais Lucho Acosta, je pense que Cincinnati n'est pas vendeur. Attaquons désormais un autre gros de MLS. Et ce qu'on peut dire encore un gros, c'est mon équipe, c'est Atlanta United. Un gros chantier attaque Garth Lagerwey qui a reformé son équipe de Seattle au niveau de la direction. Euh, Atlanta, aujourd'hui, le gros dossier, c'est le numéro 9. On a plusieurs pistes qui ont été ciblées, donc Kyogo Furuhashi du Celtic Glasgow, un moment ciblé également par Manchester City, et également Paulinho de Toluca. On nous a dit qu'une offre aurait été faite à Toluca de 10 millions, même 15 millions je crois. Je
pense que c'est totalement dingue vu l'âge du joueur et le CV. Franchement, je ne les mettrai pas, mais Atlanta, c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils vont envoyer plus de 10 millions cet hiver, je vous l'annonce, sur un numéro 9, puisqu'il leur faut absolument un 9, c'est le poste à combler. Ils auront renouvelé le contrat de Jamal Thiaré qui a fait d'excellentes performances en playoff. Mais bon, c'est pas, l'attaquant qu'on attend à Atlanta, hein. Atlanta, je vous le rappelle, qui est valorisé à plus d'1 milliard de dollars, dans le top 4 des plus gros clubs de MLS, qui s'est tout juste qualifié pour les playoffs, en étant 9e et en éliminant Montréal pour arriver aux playoffs. Ils ont éliminé Miami, je ne sais pas comment, je vous le rappelle, c'était assez dingue, moi, en tant que supporter, de les voir éliminer Miami. Donc voilà, Atlanta qui a un gros chantier qui les attend à peu près partout, à tous les postes, mais ils ont commencé à se renforcer au milieu avec l'arrivée de Mateusz Klich de DC United. Alors, il était DP du côté de DC, mais il arrive non DP à Atlanta. Mais de ce que j'ai compris, DC va continuer à payer un bout de son salaire. Ouais, voilà, et les montages en MLS, c'est parfois pas très très clair. Mais voilà, Mateusz Klich arrive. Il va être avec Bartosz Slis au milieu. Des gars de qualité. Mateusz Klich qui est souvent à la passe décisive à DC United et qui est vraiment un joueur, malgré ses 34 ans, de grande qualité et qui va rendre d'énormes services à Atlanta qui a besoin de joueurs cadres au milieu. Maintenant, on va attaquer, bien sûr, un dossier qui vous plaît, c'est celui de Columbus et de Cucho Hernandez. Eh ben, je vais vous décevoir puisqu'il n'y a rien sur Cucho qui circule depuis la fin de saison et depuis ce début de mercato. Alors, il faut savoir une chose, Cucho, beaucoup se disent, ouais, l'Europe, l'Europe. Cucho, il a déjà joué en Europe et ça n'a pas été une réussite. Il a fait même plusieurs clubs. Le dernier en nom, c'est Watford. Donc, quand il jouait, c'était plutôt pas mal, mais c'est pas une réussite et je pense pas que Cucho va retourner en Europe. Alors, sauf s'il y a une grosse offre qui arrive en termes de salaire et pour Columbus. Mais je pense que si Cucho doit partir, c'est plus du côté, ouais, peut-être du Brésil. Mais j'ai du mal à le revoir en Europe. Alors peut-être que l'avenir me dira que je me trompe. Mais voilà, Cucho, il n'y a pas grand-chose et c'est pas si étonnant vu qu'il a déjà flop, on va dire, en Europe. Je pense que les clubs européens peuvent être frileux, mais également le joueur de se dire: «Ah, retourner en Europe alors que je suis une superstar en MLS». Voilà, des fois, est-ce que c'est pas mieux d'être une star dans son championnat? Ce sera un débat intéressant que j'aborderai peut-être dans un prochain podcast. Est-ce que les joueurs veulent forcément partir de MLS ou rester des stars dans leur championnat, qui sont vus comme des championnats secondaires? Mais il y a une rumeur qui est arrivée hier, donc le 2 janvier, c'est la rumeur de Borja, actuel attaquant de River Plate. Alors c'est un joueur qui revient très régulièrement dans les rumeurs en MLS, qui a l'air de plaire au club de MLS. Donc il y a eu la rumeur hier, à Columbus, juste après, une rumeur qui est tombée en fin d'année, début d'année, pour Cruz Azul qui convoiterait Diego Rossi, tout juste revenu, d'Europe et de Fenerbahçe la saison dernière, qui forme un duo assez dingue avec Cucho. Donc en fait, Cruz Azul, il faut savoir qu'ils ont des directeurs, une direction d'Uruguayens. Diego Rossi est également uruguayen et ils veulent également rapatrier de Arrascaeta qui joue à Flamengo, qui est un autre uruguayen. Ouais, parce que Cruz Azul, ils étaient sur le dossier Facundo Torres et que Facundo Torres donc, a signé d'Orlando à Palmeiras. Donc je pense que Cruz Azul a de l'argent en caisse et est capable de faire une belle offre à Columbus pour Diego Rossi. Donc voilà, si je devais mettre en corrélation la rumeur Borja, je pense qu'elle est liée avec celle de Diego Rossi et un possible départ. On arrive quasiment au bout des rumeurs mercato en ce 3 janvier, mais on va terminer sur une rumeur assez folle qui est sortie hier sur, Seattle et je vous en parlais en début. C'est Marcus Rashford. Marcus Rashford, donc Seattle ne l'a encore pas contacté et ils n'ont pas encore contacté Manchester United. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une rumeur assez dingue. Mais Ben Jacobs, un des suiveurs MLS et de Première Ligue, a remonté qu'il y a actuellement, et ça s'est avéré, des discussions entre la direction de Seattle et la MLS. Je vous explique. L'idée serait que la MLS financerait une partie du salaire de Marcus Rashford et une partie des frais de transfert, comme cela s'est déroulé pour le transfert de Lionel Messi. Voilà, la MLS, comme je vous disais, prend en partie en charge le salaire et le frais de transfert de Lionel Messi. C'est une rumeur totalement dingue pour terminer cet épisode. Je ne sais pas où ça va nous mener. Marcus Rashford, qui a
pas l'air très bien ces dernières semaines avec Amorim, son arrivée, qui a été relayé sur le banc, qui a après un peu boudé, qui a dit qu'il serait éventuellement prêt à un nouveau départ. Donc voilà, cette rumeur assez dingue de Marcus Rashford, on va se quitter sur cette, folle rumeur et je pense que le prochain épisode, on en saura peut-être plus si oui ou non, Seattle, va amorcer quelque chose auprès de Rashford et de Manchester United, car je le rappelle, il n'y a pour le moment aucune discussion. C'est vraiment un échange entre la MLS et le club de Seattle. Eh bien écoutez, on va se quitter sur cette, rumeur, de Seattle et de Marcus Rashford et voilà, donc on va se quitter aujourd'hui, le 3 janvier, sur ces infos mercato. Voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a plus plu que le premier où c'était un peu, comme je le disais, on posait les bases, on parlait de tout ce qui se passait dans l'environnement de la MLS. Aujourd'hui, on est rentré dedans, hein, clairement le mercato vient d'ouvrir, mais il va durer on ne sait pas jusqu'à quand, puisque l'année dernière, il a fermé fin avril et que là, il a ouvert, mais on n'a pas les dates de fin de mercato. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire ou m'envoyer un message. Et puis, si le podcast vous a plu, je vous invite à le noter, voilà, pour le référencement et que d'autres personnes éventuellement passionnées de MLS qui ne me suivent pas sur les réseaux et qui ne savent pas que le podcast existe pour qu'il puisse être référencé et que d'autres personnes puissent y avoir accès. Eh bien écoutez, c'était Nelim pour le deuxième épisode de MLS Time. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour le troisième épisode.